Et l'enjeu des réformateurs, c'est d'abord de changer le sens de la répartition, pas du tout de la faire disparaître. Encore une fois, ça c'est hors de question de leur part, parce qu'ils savent que ce sera l'échec de la capitalisation, mais de changer le sens de la répartition, de passer de la répartition telle que nous la pratiquons sur l'ensemble du continent européen, dans la perspective bismarckienne, comme on dit, pour passer à une répartition telle que les pays beveridgiens, comme la Suède, viennent de la mettre en place. Qu'est-ce qui caractérise, pour bien faire comprendre la différence, un régime en répartition comme celui qui est très majoritaire sur le continent, en France, en Espagne, en Allemagne, etc., et un régime en opposition à un régime à la suédoise. Dans un régime en répartition sur le modèle continental, le taux de cotisation est croissant. Il n'est pas stable. Il n'est pas gelé. Il n'est pas fixé définitivement. Pourquoi? Parce que l'objectif de la retraite par répartition, c'est de remplacer le salaire d'activité. Le mot central dans nos régimes du continent, c'est taux de remplacement. Et le critère pour qualifier nos régimes, c'est quel taux de remplacement garantit-il aux retraités. Le taux de remplacement, c'est un rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net. Un taux de remplacement de 84%, ça signifie que la première pension nette est de 84% du dernier salaire net. Je donne ce chiffre exprès parce que c'est celui qui est le nôtre au moment où la réforme démarre, où les premiers effets de la réforme se font sentir. Si on prend la cohorte des salariés nés en 1930, qui ont donc 60 ans en 90, qui prennent leur retraite entre 90 et 95, le taux de remplacement pour ces salariés qui prennent leur retraite entre 90 et 95, donc au moment où on a seulement les premiers effets de la réforme. Le taux de remplacement est, pour une carrière complète, de 84%. C'est une moyenne qui va de 100% pour un dernier salaire inférieur à 1100 €, un peu plus que le SMIC actuel, qui est à 1055 €, je suis en net. Donc 100% d'un dernier salaire net légèrement supérieur au SMIC, inférieur à 1100 €, donc inférieur à une borne légèrement supérieure au SMIC, à 60% pour un dernier salaire supérieur à 3000 €. Voilà où nous en sommes lorsque la réforme démarre. Et ce taux de remplacement connaît un progrès indéfini depuis 1945. Et il est voué à continuer à progresser. La revendication syndicale est un taux de remplacement de 75% du salaire brut, 75% du salaire brut, quand on sait que les cotisations dites salariées représentent 23% du salaire brut, et donc que le salaire net, c'est 77% du salaire brut. Vous voyez que revendiquer 75% du salaire brut, c'est revendiquer 100% du net, ça va?
Il faut le rappeler, hein, puisque l'intersyndicale, cette année, revendiquait 75% du net. Soit 10 points de moins que la réalité d'il y a 15 ans. Nous réfléchirons plus avant sur la signification de ce genre de dérive. Mais je voudrais insister sur le fait que, vous voyez, il n'a été possible de monter le taux de remplacement dans la perspective du 100% du net. Quand on est retraité, bon, on continue à être payé. C'est bien ça l'optique de nos systèmes, hein. Continuer à payer les retraités. La retraite, c'est du salaire continué. Ça n'a été possible que parce que le taux de cotisation a continuellement augmenté. Est-ce que vous comprenez bien pourquoi, si nous voulons que la retraite soit la continuation du salaire, il faut absolument que le taux de cotisation augmente tout le temps? Pas simplement les cotisations qui augmenteraient avec la hausse des salaires. C'est ce qu'on dit en général. Augmentons les salaires, ça va augmenter les cotisations. Oui, bien sûr. Mais ça ne fait jamais progresser que dans la même proportion les salaires directs et les pensions. Or, à partir du moment où l'augmentation du nombre des pensionnés relativement au nombre des actifs implique que la masse des pensions doit grandir plus vite que la masse des salaires. Sinon, progressivement, si elle grandit de la même façon et qu'il y a de plus en plus de retraités relativement aux actifs, le taux de remplacement va baisser. Si nous voulons donc que le taux de remplacement non seulement demeure stable, mais progresse vers le 100%, alors même que le nombre des pensionnés, ce qui est une bonne nouvelle, augmente relativement au nombre des actifs, ça veut dire que de plus en plus de population est payée en étant libérée de l'emploi, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont dans l'emploi et qui s'y emmerdent et qui y souffrent. D'ailleurs, on ne présente pas nos condoléances aux gens qui partent en retraite. Voilà. Si on veut donc, si on veut honorer notre tradition historique, qui est la pension, continuation du salaire, alors même que le nombre de pensionnés augmente plus vite que le nombre d'actifs, il faut évidemment que la masse des pensions augmente plus vite que la masse des salaires, et comme la cotisation est à juste titre un pourcentage du salaire, il faut que le taux de cotisation soit un pourcentage croissant. Comment est-ce que nous avons pu honorer une hausse constante du taux de remplacement en augmentant constamment le taux de cotisation? Il est passé de 8% du salaire brut en 1945 à 26% du salaire brut en 1995. Ce n'est pas une hausse linéaire, la hausse se fait essentiellement de 1945 à 1979. Depuis 1979, le patronat a réussi à ce que la cotisation patronale soit gelée dans le régime général. Dans le régime général, la cotisation patronale n'a plus bougé depuis 1979. Dans l'ARCO et la GIRC, elle a augmenté après les accords de 1994 qui ont augmenté le taux moyen de cotisation, mais tout en interdisant les cotisations facultatives, ce qui avait un effet désastreux par ailleurs. Enfin, il y a eu une augmentation du taux moyen de cotisation. Il y a eu une légère augmentation du taux de cotisation salariée, et depuis 1998, plus rien. Voilà. Nous sommes dans une situation où, de fait, depuis maintenant une douzaine d'années, le taux de cotisation est gelé. Ce qui interdit toute progression
du taux de remplacement et toute progression de la masse des pensions relativement à la masse des salaires. C'est l'élément le plus dramatique de l'évolution de notre régime depuis la réforme. C'est la grande victoire des réformateurs, non seulement de l'avoir fait, mais de nous avoir convaincus de le faire. C'est ça le point sur lequel je veux insister. C'est que nous ne revendiquons pas la hausse massive du taux de cotisation patronale que supposerait la poursuite de la dynamique de notre régime. Nous sommes passés de 8 à 26% entre 45 et 95. Nous voyons très bien que poursuivre cette dynamique, aller vers les 100%, etc., poursuivre cette dynamique du salaire continué, supposerait que nous en soyons déjà à 32%. 32%. Nous en sommes loin. Non seulement, depuis 1998, le taux est gelé pour tous les salaires supérieurs à 1,6 SMIC, mais il a considérablement diminué pour tous les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, puisque pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, vous avez une exonération du taux de cotisation patronale dégressive. Elle est totale au niveau du SMIC, et puis ensuite elle va en diminuant jusqu'à disparaître à 1,6. D'accord? Rappelons ce que c'est que 1,6 SMIC. C'est 1700 € net, c'est-à-dire le salaire médian, comme on dit, ceux qui partagent par moitié les 50% de salariés du privé qui gagnent moins et les 50% de salariés du privé qui gagnent plus. La moitié des salaires du privé, un petit peu moins dans le public, parce que du fait des concours professionnels, il y a moins de très très bas salaires dans le public, mais la moitié des salaires du privé relève d'une baisse du taux de cotisation. Non pas de la stagnation pour les autres, mais d'une baisse. Au niveau du SMIC, est-ce que vous savez combien est le taux de cotisation au régime? Ça fait depuis 6 mois que nous sommes en lutte. Quelle information a été répandue sur toutes ces questions-là, autour du taux de cotisation? Peut-être que j'apprends des choses encore à des gens ici, depuis 6 mois que nous sommes en lutte. Le taux de cotisation au niveau du SMIC est à 10% du PIB. Les 16% de cotisation patronale ont disparu corps et bien. Ça ne met d'ailleurs pas en déficit le régime, je le précise. Contrairement à ce qu'on dit, supprimant les exonérations de cotisation patronale, ça va réduire le déficit. Pas du tout. Puisque les exonérations de cotisation patronale sont à l'euro près, depuis 1993, remplacées par une dotation budgétaire au régime général. C'est le budget de l'État qui se substitue aux employeurs. Ce qui représente, chaque fois qu'un employeur est exonéré de cotisation, eh bien, une portion de poste de fonctionnaire en moins. En réalité, l'exonération de cotisation patronale ne met pas en déficit le régime, et la supprimer ne supprimera pas le déficit. L'exonération de cotisation patronale met en péril la fonction publique, ce qui permet au gouvernement réformateur de faire d'une pierre deux coups, puisque leurs deux cibles, c'est la cotisation sociale et la fonction publique. Pour la même raison, j'y reviendrai dans le débat si on en a le temps, en revanche, l'exonération de cotisation patronale participe d'une nouvelle représentation de notre régime comme ne nécessitant pas une hausse régulière du taux. C'est-à-dire un régime qui, à bas bruit, sans le dire, se rapproche du régime suédois. Nos réformateurs sont astucieux. Ils agitent des chiffons rouges qui nous font bouger, mais
réalité pose des actes totalement fondamentaux sur lesquels nous restons éventuellement muets. Encore une fois, ce qui oppose un régime en répartition anticapitaliste, je dirais pourquoi, à un régime en répartition capitaliste, c'est la question du taux. Est-ce que le taux bouge tout le temps ou est-ce que le taux est stable? Si le taux bouge tout le temps, c'est pour répondre à l'objectif de la pension comme continuation du salaire. Et pour toutes les raisons que j'ai dites, pour que la pension soit une continuation du salaire, il faut que le taux progresse en permanence. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la hausse du taux de cotisation salariale? C'est le retour aux salariés sous forme de salaire socialisé des gains de productivité ou plus généralement de la hausse du PIB. Comment est-ce qu'on a financé la hausse du taux de cotisation de 8 à 26% entre 1945 et 1995 en affectant à peu près le quart, pas la totalité, à peu près le quart de la croissance du PIB, c'est-à-dire ce qui est produit par notre travail. C'est nous qui le produisons, ce PIB. En affectant le quart de la croissance du PIB, le PIB augmente en moyenne sur le long terme de 1,6% chaque année. Il double tous les 40 ans. Il sera le double en 2050 de ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le double de ce qu'il était en 1970. Le quart donc 0,4 points de PIB, ça permet d'augmenter régulièrement le taux de cotisation en affectant au salaire cette croissance du PIB. Alors, ça ne va pas que à... Cette croissance des salaires n'est pas allée que à la hausse du taux de cotisation vieillesse. Ça, c'est le quart de la croissance du PIB qui a été affecté. Elle a été aussi à la hausse des salaires directs, bien sûr. Elle a été à la hausse des cotisations maladie, etc. À partir du moment où nous avons renoncé à la hausse du taux de cotisation, nous avons renoncé aussi à ce que retourne aux salariés la croissance du PIB, qui depuis maintenant, c'est même antérieur à 95, qui maintenant va pratiquement exclusivement, sauf les 0,5 points supplémentaires pour les salaires directs, va au profit. Renoncer à la hausse des salaires par la hausse du taux de cotisation, c'est renoncer à ce que nous retourne la croissance, c'est la confier au profit, avec le beau résultat que nous savons, une suraccumulation de profits qui, faute de pouvoir s'investir dans la production, puisque la demande est extrêmement réduite, puisque la part qui va au salaire, soit directe, soit socialisée, n'augmente pas aussi vite que la production, eh bien, spécule et gonfle la bulle. Et quand la bulle se dégonfle, eh bien, il faut vite sauver les actionnaires en créant de la monnaie de façon tout à fait inconsidérée. Et pour que cette monnaie ne soit pas la monnaie de singe, eh bien, il faut que nous la gagions par notre travail, d'où les 10 ans d'austérité qui nous sont maintenant régulièrement annoncés. C'est une politique de gribouille que de ne pas se battre pour la hausse du taux de cotisation patronale. C'est une politique qui nous fait perdre sur tous les tableaux le salaire et l'emploi.